Partie 2. Le voyage. Le vaisseau fendait l'espace avec une grâce mécanique, dérivant vers une destination inconnue qui semblait l'attirer comme une force magnétique. La planète Pétale, dont le ciel était d'un violet profond, s'étendait devant eux, constellée de lueurs spectrales et parcourue de vents silencieux. C'est magnifique, murmura Coraline en observant les aurores boréales danser au-dessus d'eux. Et pourtant quelque chose ici ne tournait pas rond, ajouta Nathan, en ajustant les paramètres de surveillance du vaisseau. L'atterrissage fut doux, presque accueillant, mais lorsqu'ils posèrent le pied sur le sol moelleux, ils sentirent une étrange résonance sous leurs bottes, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Au centre d'une clairière illuminée par des plantes phosphorescentes, une voiture ancienne trônait dans l'ombre. Recouverte de poussière stellaire, elle semblait n'avoir pas bougé depuis des siècles. Intrigués, les deux aventuriers s'approchèrent et forcèrent doucement le coffre à s'ouvrir. Une carte, souffla Coraline en déroulant le parchemin fragile. Et un pistolet, ajouta Nathan, découvrant un étrange dispositif gravé de symboles énigmatiques. La carte, bien plus qu'une simple indication de lieu, semblait vivante. Des courants d'énergie palpitaient à sa surface, dessinant des trajectoires fluctuantes vers 4 points distincts du cosmos. Les 4 pierres légendaires, elles étaient censées conférer un pouvoir inestimable, mais leurs origines restent encore un mystère. Regarde ça, murmura Coraline, en touchant délicatement la carte. C'est planète, elle nous appelle. Et ce pistolet, Nathan tourna lentement l'arme entre ses mains. Je crois qu'il a été conçu pour absorber une énergie comme celle d'un trou noir. Leurs regards se croisèrent remplis d'une compréhension silencieuse. Ils venaient de mettre la main sur quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Un vrombissement déchira l'atmosphère. À l'orée de la forêt lumineuse, des silhouettes furtives prenaient forme. Ils n'étaient pas les seuls à convoiter les pierres. Chapitre 1. La planète Feu. Le vaisseau se transforme soudain en une fusée prête à percer l'atmosphère d'un autre monde. Dans un rugissement mécanique, l'engin prend le vol spatial et atterrit sur une planète dont le sol est constitué d'une gigantesque boîte en pierre volcanique. L'environnement y est ardent, en plein, rappelant à chaque instant la puissance de la lave. À peine le sol foulé, nos héros se dirigent vers l'armoire du vaisseau pour récupérer leur combinaison. Dans ce cabinet atypique, des tenues aux textiles mystérieuses les attendent. Elles sont conçues pour résister à des températures extrêmes, jusqu'à 2000 degrés. Dès que l'équipement est enfilé, la première transformation s'opère. Nathan se métamorphose en une étoile filante, arc-en-ciel,
Dans cette forme magique, il peut faire face aux flammes ardentes et aux dangers thermiques. Ses bottes se mettent également à léviter au sol, créant autour des traînées chatoyantes, tandis qu'un casque étoilé vient parfaire son allure de masque céleste. Coraline, quant à elle, adopte la forme d'une planète arc-en-ciel. Sa combinaison parie de toutes les couleurs varie en un arc-en-ciel lumineux, lui confère une résistance incroyable à la chaleur. Ses bottes, elles aussi, s'élèvent légèrement au-dessus du sol, en laissant derrière elles de subtiles traînées multicolores. Autour d'eux, le paysage volcanique est peuplé de dragons cracheurs de flammes et de lave. Sur le ciel se remplit de crépitements et de lueurs incandescentes. Quand des monstres ailés surgissent pour défier quiconque ose troubler l'équilibre de ce monde, des fusées de la fusée. Nos regards se posent sur une figure singulière. Un bonhomme au cœur de lave, mesurant environ 4 mètres, s'approche du vaisseau qui lui atteint près de 8 mètres de hauteur. Vêtu de rouge incandescent et entouré d'un halo brûlant, ils avancent d'un pas assuré vers l'étrange vaisseau spatial. Les héros, conscients que leur mission vient de prendre une tournure décisive, descendent alors du vaisseau. La scène se joue sous un ciel cramoisi où la chaleur et la lumière se mêlent dans un décor apocalyptique. Bonjour, on cherche la pierre de la brebis solaire, connue sous le nom de la pierre de feu, dit Nathan d'un ton déterminé. Bonjour, je m'appelle Coraline Bongour, dit Coraline avec assurance. Le bonhomme de lave s'arrêta, son regard incandescent fixé sur eux. De sa voix grave et rugueuse, il déclare: Je m'appelle Jean-Feu Labousu, et je veux savoir comment tu t'appelles, dit-il. Je m'appelle Nathan Gourbon, dit Nathan en souriant sous la tension. Jean-Feu Labousu laisse échapper un grondement qui fait vibrer le sol de la planète. J'ai besoin de votre aide. Mes parents sont les gardiens de cette pierre. Et ils sont légèrement maléfiques. Sans hésiter, un écho se fait entendre au cœur des deux aventuriers, se mêlant en une réponse unanime. On va t'aider, dit Nathan et Coraline en firent. Ainsi commence leur périple sur la planète Feu. Dans un monde de transformation magique, de créatures légendaires et de quêtes périlleuses, le destin de la pierre de la brebis solaire et la vérité sur les gardiens maléfiques se trouveront au bout d'un chemin parsemé d'énigmes, de flammes et de courage. Chapitre 2. La potion de destruction de Maléfice. Dans l'antre rougeoyante du volcan, Nathan et Coraline se tenaient devant un gigantesque chaudron incrusté de runes lumineuses. Jean-Feu Labousu observait les bras croisés, son corps de lave pulsant à chaque respiration. La corruption qui s'est emparée de mes parents est ancienne et puissante, expliqua-t-il. Seule une potion forgée dans le cœur du volcan pourrait briser leur lien avec les ténèbres. Nathan fit tourner la pierre magnifique entre ses doigts. Elle vibrait sous son contact irradiant une aura sombre. Si nous échouons, ils seront à jamais condamnés, murmura Coraline. Jean-Feu Labousu hocha la tête lentement. Cette potion nécessite une concentration extrême. Tout doit être exécuté parfaitement. Ils disposèrent des 3 ingrédients devant eux.
la poudre auquel 2 quarts de lave récoltée dans le lac brûlant, la feuille de lave arrachée de l'arbre sceptral, le métal vivant donné par le dragon de lave gelée. Nathan activa la rune du chaudron, et Coraline murmura une incantation. Que la lumière repousse l'ombre, que la pureté chasse les maléfices. L'essentiel des 3 ingrédients se mélangea, créant une lueur incandescente. Le chaudron gronda, libérant une épaisse fumée dorée qui s'éleva comme un tourbillon dans la pièce. Jean-Paul Lavoisier fixa l'ébullition avec une intensité nouvelle. Ajoutez maintenant la pierre maléfique, ordonna-t-il. Nathan plongea lentement la pierre dans le mélange. Dès qu'elle toucha le liquide, un cri sceptral résonna comme si une entité invisible luttait contre son propre destin. L'éruption cessa brusquement, le chaudron se calma, et une potion rubis solaire apparut dans un flacon cristallin. Jean-Feu Lavoisier entendit la main et la prit avec précaution. Ceci est notre espoir. Les 3 aventuriers se tournèrent vers l'entrée du temple des flammes. L'épreuve ultime les attendait. Chapitre 3. Le combat du temple des flammes. La lourde porte de lave du temple des flammes s'ouvrit dans un grondement infernal, libérant des vagues de chaleur ardente qui mirent immédiatement Nathan et Coraline à l'épreuve. Au centre du temple, deux formes colossales émergèrent des flammes. Les gardiens du feu prennent parents de Jean-Feu Lavoisier, désormais transformés en titans enragés par la corruption. Le sol trembla sous leurs pas. Des fissures incandescentes zébraient la salle. « Préparez-vous, murmura Jean-Feu Lavoisier. Ils ne reculeront pas. » Sans prévenir, l'un des gardiens abattit un bras massif enflammé sur Coraline. Elle esquiva de justesse, roulant sur le sol brûlant. Nathan éleva sa main et murmura « Protectus ». Une sphère de protection l'entoura, alors que l'autre gardien cachait un torrent de lave dans leur direction. Jean-Feu Lavoisier bondit, sa silhouette incandescente filant tel un éclair. Il asséna un coup puissant sur son père corrompu, mais ce dernier repoussa l'attaque en rugissant. « Il faut utiliser la potion maintenant !» s'écria Coraline, esquivant une volée de flammes. Nathan agrippa le flacon rubis solaire, mais un souffle ardent pulvérisa son armure et l'envoya rouler contre un mur. « Tiens bon !» hurla Coraline, avant d'activer dans l'obscurité une magie élémentaire qui détourna les flammes du gardien. Jean-Feu Lavoisier prit une profonde inspiration, et à l'instant où Coraline fisa brièvement les gardiens avait stoppé Totalus, il bondit sur son père et lui enfonça la potion entre ses plaques de lave. Une explosion dorée éclata, illuminant l'ensemble du temple, comme un lever de soleil cosmique. Les gardiens poussèrent un cri déchirant. Une lueur purificatrice parcourut leur corps, effaçant progressivement les traces de corruption. Nathan, Coraline et Jean-Feu Lavoisier reculèrent, observant les titans s'effondrer sous l'effet de la transformation. Le silence s'installa, puis, dans un éclat rougeâtre, la pierre de feu apparut dans l'air lévitant au-dessus du sol noirci. Nathan avança, le cœur battant, et saisit l'objet légendaire. Son pouvoir irradia ses doigts.
Nous avons réussi, murmurait Coraline épuisée, mais triomphante. Jean-Philippe voulut s'agenouilla devant ses parents, désormais libérés. Une nouvelle régnait sur la planète Feu. Mais alors que Nathan rangeait la pierre dans son sac, une vibration étrange parcourut la pièce. Il n'était pas seul. Chapitre 4. L'épreuve du crépuscule. Alors que Nathan rangeait la pierre de feu dans son sac, une vibration étrange secoua l'air autour d'eux. Une lueur malsaine s'échappa du sol noirci. C'était trop facile, murmura Coraline, le regard rivé sur les flammes mourantes du temple. Jean-Philippe Vousu, toujours agenouillé devant ses parents, désormais libéré, fronça les sourcils. Le temple lui-même est vivant. Son équilibre a été perturbé, mais par le retrait de la pierre. Une série de runes s'illumina sur les murs incandescents. Un message ancien apparut, inscrit dans la roche volcanique. Seuls ceux qui traverseront le crépuscule des flammes prouveront leur mérite. Tous les autres seront consumés. La lumière du temple s'assombrit brusquement. Les portes de lave se refermèrent derrière eux, les enfermant à l'intérieur. Les crépuscules des flammes, répéta Nathan. C'est une ancienne épreuve laissée par les premiers gardiens de ce temple, expliqua Jean-Philippe Vousu. Nous devons traverser ce labyrinthe infernal avant qu'il ne nous consume. Le sol trembla sous leurs pieds. Devant eux, le temple s'étendait désormais en un immense corridor rempli de pièges. Les épreuves du crépuscule. Première épreuve, le pont de feu vivant. Une passerelle étroite s'étendait devant eux, suspendue au-dessus d'un gouffre où tourbillonnaient des flammes mouvantes. Jean-Philippe Vousu fit le premier pas, mais une des pierres sous lui se fissura et il bondit en arrière. Le pont c'est instable, il s'effondre dès qu'on le traverse trop lentement. Nathan observa le rythme des effondrements. Il faut suivre le schéma des pierres qui tiennent. Coraline concentra son énergie et activa Levitus, soulevant légèrement Nathan et Jean-Philippe Vousu pour franchir les zones instables et en bondissant d'une pierre à l'autre. On l'a passé, s'exclame Coraline, lorsqu'ils atteignent l'autre bout du pont. Mais le temple trembla encore plus fort. Une nouvelle salle apparut devant eux. Deuxième épreuve, le mur du jugement. Devant eux se dressait une immense muraille gravée au symbole. Un brasier s'alluma autour du mur, et une voix résonna. Choisissez la bonne inscription, et on périssait sous les flammes du doute. Nathan observa les glyphes. Ces symboles représentent des forces élémentaires. Coraline plissa les yeux. Mais regarde, l'un d'eux est inversé. Jean-Philippe Vousu toucha le symbole purification et une explosion dorée illumina la pièce. Le mur se divisa en deux, révélant la sortie de l'épreuve. Troisième épreuve, la chambre des illusions ardentes. La dernière épreuve se déroula dans une salle remplie de miroirs enflammés. Ce temple joue avec nos esprits maintenant, murmura Coraline. Dans chaque miroir, leur propre reflet prenait vie sous une forme corrompue. Ils essaient de nous tromper, ajouta Nathan. Une illusion de Coraline prit la parole. Si vous voulez survivre, donnez-nous la pierre de feu. Nathan serra son poing. La vraie Coraline ne dira jamais ça.
il lança un vent d'obscurité, dissipant les illusions en un souffle. Le temple vibra une dernière fois avant de s'illuminer entièrement. La porte finale s'ouvrit. Ils avaient réussi. Jean-Philippe Vaudu les regarda avec respect. Vous êtes digne de cette pierre, de cette mission. Nathan et Coraline échangèrent un sourire fatigué. Ils avaient passé l'épreuve du crépuscule. L'heure était venue de quitter la planète Feu et de poursuivre leur quête. Destination suivante, la planète Air. Chapitre 5. La planète Air. Après leur périple sur la planète Feu, nos héros arrivent sur la planète Air. Un monde flottant où les cités sont suspendues dans le ciel. Leur vaisseau atterrit sur une base aérienne, un immense aéroport flottant où des contrôleurs viennent là à leur rencontre. D'où venez-vous demande l'un des contrôleurs, scrutant le vaisseau avec méfiance. Nous appartenons à la compagnie Révolue, répond Coraline avec assurance. Après vérification, les contrôleurs autorisent l'atterrissage. Nos héros enfilent alors leur combinaison spéciale qui leur permettent de s'adapter à l'environnement aérien. Nathan, par exemple, prend une apparence arc-en-ciel, tandis que Coraline conserve la même adaptation que lors de leur précédente mission. Nous voilà enfin sur la planète Terre, commenta Nathan en observant les immenses cités flottantes. Je vais rester ici, annonce Coraline. Tu vas rencontrer un ami à moi. D'accord. D'accord, acquiesce Nathan, intrigué. Alors qu'il s'explore la ville suspendue, un homme imposant apparaît devant lui. Son corps est marqué de flèches élémentaires, du dos jusqu'aux membres et même sur la tête. Bonjour, je m'appelle Nolan, et toi qui es-tu demande l'avatar. Je m'appelle Nathan Gourbon, répond-il. Tu es l'ami de Coraline Bongour, poursuit Nolan. Oui, confirme Nathan. C'est alors que l'air devient toxique et irrespirable. Une nuée verdâtre et violet envahit le ciel, plongeant la planète dans une atmosphère suffocante. Nous devons fuir immédiatement, s'exclame Nolan. Grâce à la maîtrise de l'air, il crée une bulle d'oxygène autour d'eux, leur permettant de respirer. Ensemble, ils s'élancent vers une tache sombre au loin où semble se concentrer la pollution. Nathan tente d'utiliser son sort Moule Sphère pour les protéger, mais il échoue. Il perd espoir un instant jusqu'à ce que Nolan intervienne avec une boule d'air pur leur permettant d'avancer. Il découvre alors un spray de nuages toxiques marqué d'une inscription inquiétante. Cruelos. Ce poison est lié à la pollution de la planète Net, murmura Nathan. Il ne manque une pierre pour comprendre son origine. Grâce à son sort Portaillus, il transporte le spray dans une chambre de contrepoison, où il commence à analyser sa composition. Pendant ce temps, Coraline et Nolan discutent, tandis que Nathan cherche un antidote. Il a besoin de l'aide de Nolan pour capturer l'oxygène toxique et l'enfermer dans une boîte d'analyse. Mais lorsque Nathan appelle Nolan, celui-ci hésite, préférant rester avec Coraline. 2 minutes, répond-il, avant de finalement rejoindre Nathan. Ensemble, ils découvrent que le poison est un mélange de chaussettes et de produits toxiques. Ils doivent maintenant créer une potion antitoxique pour purifier l'air de la planète.
Chapitre 6. La potion antitoxique. Après avoir découvert la source de l'oxygène toxique, Nathan et Nolan se mettent au travail pour créer une potion antitoxique capable de purifier l'air de la planète Terre. La création du remède. Dans une salle spéciale du vaisseau, ils installent un chaudron d'alchimie où ils vont mélanger les ingrédients nécessaires à la potion. Grâce à sa maîtrise de l'air stabilise l'atmosphère autour d'eux pour éviter toute contamination. Nous avons besoin d'un élément pour neutraliser le poison, explique Nathan en consultant un ancien parchemin. L'orée pourrait fonctionner, propose Nolan. Il récupère un extrait de l'orée, un liquide rare aux propriétés purificatrices. Il ajoute au chaudron. Une lumière bleutée s'éleva alors du mélange, signe que la potion commence à prendre effet. L'application du remède. Nathan et Nolan versent la potion dans un spray spécial conçu pour diffuser le remède dans l'atmosphère. Ils montent sur une plateforme ancienne. Ils activent le dispositif. Dès que la potion est libérée, une lueur argentée se répand dans le ciel, dissipant progressivement la nuée toxique. Les habitants qui souffrent de l'air empoisonné commencent à retrouver leur force. Nathan utilise alors son sort anticorps épais, qui transforme les particules de poison en bonbons d'eau que les habitants respirent, leur redonnant de l'énergie. La découverte du diamant de l'air. Alors que la planète retrouva son équilibre, Nathan et Nolan se dirigent vers le temple de l'air, où se trouve la pierre de l'air, aussi appelée diamant de l'air. À l'entrée du temple, un gardien mystérieux les attend. À leur grande surprise, il s'agit de Nolan lui-même. Je suis le gardien de cette pierre depuis le début, révèle-t-il. Pour obtenir la pierre, Nathan doit passer 2 épreuves. Trouver une clé cachée dans le temple. Ouvrir un coffre enchanté qui ne s'ouvrira que si son cœur est pur. Nathan réussit l'épreuve et découvre à l'intérieur du coffre la pierre de l'air ainsi qu'un parchemin mystérieux. Lorsqu'il tente de le prendre, celui-ci vole directement vers Nolan. Ce parchemin contient la maîtrise de la météo, explique Nolan en le déchiffrant. Avec la pierre de l'air en leur possession, ils retournent en vaisseau qui se transforme en vaisseau foreur, prêt à plonger dans les souterrains de la planète Terre. Chapitre 7. La planète Terre, les souterrains. Naoero, Coraline, Nathan et Nolan sortent tous les trois du véhicule souterrain. Ils rencontrent un ninja qui s'est fusionné avec la Terre et ils ont failli marcher dessus. Puis la ninja leur indique que le palais de la Terre est en train de fondre. La ninja a une allure costaud et robuste, avec un corps taillé dans la roche en fusion, et on voit de la lave qui se durcit, mais qui coule partout sur son corps, comme si la lave n'en faisait qu'un avec elle. Le mage utilise alors un récipient et emmène l'échantillon de la terre qui fond dans le véhicule. Il écrit dessus gâteau au chocolat fondant. Entre-temps, Nolan utilise la maîtrise de la terre et ça ne marche pas. Tout à coup,
La carte évolue. Nathan dit Carto Zutota. La carte apparaît et montre qu'un monde a été déplacé par grammaire. Cette carte demande non seulement la vue, mais aussi le toucher et l'ouïe. Les aventuriers vont jusqu'à la vallée des Nathan dit Portaïus. Ils arrivent à la grotte, mais ils ne peuvent pas la traverser, car le portail peut aller à la surface, mais pas dans les souterrains. Ils suivent alors le chemin indiqué par la carte. Leur prochaine destination. Chapitre 8. Les pierres de la terre. Après avoir exploré les souterrains de la planète Terre, nos héros découvrent une vérité troublante. La pierre de la terre a été détruite et dispersée à travers les royaumes souterrains. Pour la recréer, ils doivent assembler 4 pierres différentes. La pierre de métal, la pierre de soufre, la pierre de roche et la pierre de boue. Voici la canne des pierres qui commence. Nos héros se mettent en route pour récupérer les fragments essentiels. Leur première destination est la ville du métal. Wendy espère trouver la pierre de la thème de métal. Mais à leur arrivée, ils découvrent que la pierre est trop vieille et fragile. Ils doivent alors en fabriquer une nouvelle, en fusionnant des minéraux trouvés dans les souterrains. Ensuite, ils se dirigent vers le gouffre inflammable, où repose la pierre de soufre. L'endroit est dangereux, rempli de vapeurs toxiques et de gisier brûlant. Grâce à la maîtrise de l'air de Nolan, ils parviennent à neutraliser le gaz et à récupérer la pierre. La troisième pierre, la pierre de roche, est découverte sculptée dans une paroi rocheuse, mais elle est protégée par une couche de boue durcie. Nathan utilise son sort Levitus pour dégager la pierre sans l'endommager. Ensuite, la pierre de boue est cachée dans un marécage brûlant. Nathan doit utiliser Téléportus pour survoler la boue et récupérer la pierre sans être engloutie. La fusion des pierres. Une fois les 4 pierres, nos héros les disposent sur un socle ancien, situé au cœur des souterrains. Une lumière intense jaillit et les pierres commencent à se fusionner, formant une nouvelle pierre de la terre. À cet instant, une lumière flamboyante éclate, illuminant le labyrinthe souterrain. Comme par magie, la pierre se clone et vient se poser dans les mains de nos héros. Lorsqu'ils retournent au village, ils découvrent que tout est redevenu normal. Les souterrains, autrefois instables, sont maintenant solides et sécurisés. C'est grâce à la pierre de la terre qui a restauré l'équilibre du royaume. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir, la ninja des éléments leur propose de les accompagner. Nos héros acceptent avec plaisir, sachant que son expertise sera précieuse pour les prochaines étapes du voyage. Le véhicule souterrain se transforme en vaisseau, prêt à les emmener vers leur prochaine destination, la planète O. Chapitre 9. La planète O. Après avoir restauré l'équilibre de la planète Terre, nos héros se dirigent vers leur prochaine destination, la planète O. Leur vaisseau, désormais équipé pour les environnements aquatiques, amérit en douceur, avant de plonger dans
les profondeurs océaniques. Alors qu'ils descendent sous l'eau, Nathan, Coraline et Nolan et la ninja découvrent un monde spectaculaire où des cochons aquatiques nageaient librement dans leur enclos. L'eau est cristalline, illuminée par des plantes phosphorescentes qui ondulent au gré des courants. Pour s'adapter à cet environnement, chacun revêt une forme spéciale. Nathan se transforme en remontant avec une bouteille d'oxygène inépuisable sur son dos. Nolan crée une bulle d'oxygène autour de lui pour respirer sous l'eau. La ninja fusionne avec l'océan et son corps devenant presque invisible, couvert d'algues mouvantes. Coraline prend l'apparence d'une pieuvre caméléon, équipée de tentacules propulseurs et d'une combinaison qui la rend invisible. Alors qu'ils explorent les fonds marins, un fermier aquatique les interpelle. Mon bétail est malade à cause du pétrole qui pollue l'eau, exclame-t-il. Nathan utilise son sort anticorps épais pour purifier l'eau et soigner les animaux. Peu après, un autre fermier arrive en courant. Nos légumes aquatiques meurent, alerte-t-il. Nos héros se rendent au potager sous-marin, où ils découvrent que la pollution avait été causée par causes et grammaire qui sont invisibles. Impossible de revenir en arrière, c'est trop tard, murmure Nathan inquiet. Nathan lança le sort anti-invisible, révélant courriateur et grammaire sous une lumière rougeâtre. Nos héros tentent de les combattre, mais les deux adversaires parviennent à s'enfuir. Pendant le combat, Nolan et la ninja ont placé un mouchard sur les ennemis grâce à la maîtrise de l'eau. En suivant leurs traces, ils découvrent que Cruello, un autre antagoniste, a empoisonné l'eau. En suivant leurs traces, ils découvrent que Cruello, son autre l'ennemi empoisonné les gardiens du temple de l'océan. Nos héros prennent leur sous-marin et foncent vers le temple, situé à 100 mètres de profondeur. À leur arrivée, Nathan invoque un anticorps épais et guérit les gardiens. Ils entrent alors dans la salle des épreuves, un manoir sous-marin où ils peuvent respirer normalement. Mais avant de récupérer la pierre de l'eau, ils doivent affronter 3 épreuves redoutables. Chapitre 10. À la recherche du pollueur. Après avoir purifié l'eau et sauvé la ferme aquatique, nos héros découvrent que la pollution n'était pas un simple accident. Quelqu'un manipule les océans de la planète Eau et ils doivent découvrir qui est derrière cette catastrophe. La révélation des coupables. Nathan lance le sort anti-invisible révélant Courgetor et Grammaire, qui était caché sous une lumière rougeâtre. Nos héros tentent de les combattre, mais les deux adversaires parviennent à s'enfuir. Pendant le combat, Nolan et la ninja ont placé un mouchard sur les ennemis. Grâce à la maîtrise de l'eau, elles suivent leurs traces et ils découvrent que Cruelos, un autre antagoniste, a empoisonné les gardiens du temple de l'océan. Cela était une course contre la montre. Nos héros prennent leur sous-marin et foncent vers le temple situé à 100 mètres de profondeur. À leur arrivée, Nathan invoque
anticorps épais. Une lumière purificatrice jaillit, guérissant les gardiens du temple. Mais le danger n'était pas encore écarté. Cruellos a laissé une dernière menace. Un poison qui continue à se répandre dans l'eau. Nos héros doivent trouver la source exacte de la contamination avant qu'il ne soit trop tard. Puis, devant le temple de l'océan, ils entrent alors dans la salle des épreuves, un manoir sous-marin où ils peuvent respirer normalement. Mais avant de récupérer la pierre de l'eau, ils doivent affronter 3 épreuves redoutables. Traverser la tempête sous-marine sans couler. Traverser les traîneaux, trouver les traîneaux cachés dans le temple de neige, dans la tempête de neige. Stopper le rage de marée avant qu'il ne détruise tout le temple, les autres temples. Grâce à la fusion de l'eau et de la ninja, ils franchissent la première épreuve. Nathan utilise Carto Jutotin pour récupérer les traîneaux cachés dans la tempête de neige. Enfin, Nolan maîtrise l'eau pour stopper le rage de marée, évitant ainsi la destruction du temple. La pierre de l'eau et de glace. Après avoir réussi les épreuves, nos héros découvrent la pierre de l'eau et de la glace, un artefact légendaire qui pourrait restaurer l'équilibre de la planète. Mais alors qu'ils s'apprêtent à quitter le temple, une nouvelle menace apparaît. Un trou noir se forme dans le système solaire. S'ils ne réagissent pas rapidement, tout pourrait être englouti. Nos héros retournent au vaisseau en utilisant le pistolet anti-trou noir conçu pour absorber la force, la force destructrice. Les pierres élémentaires se transforment en cristal amplifiant leur pouvoir. Ils foncent vers le trou noir prêt à affronter l'inconnu. Chapitre 11. Un nouveau monde. Après avoir affronté les épreuves de la planète rouge et stoppé la menace du trou noir, nos héros retournent à bord de leur vaisseau, mais celui-ci est gravement endommagé. Après le combat, il doit être réparé avant qu'ils ne puissent poursuivre leur voyage. La réparation du vaisseau. Nathan, Coraline, Nolan et la ninja se dirigent vers la salle des machines où les circuits sont carbonisés et les moteurs instables. Nous devons agir vite, déclare Nathan en analysant les dégâts. Si nous ne réparons pas le système de navigation, nous risquons d'être dérivés dans l'espace, ajoute Nolan. Grâce à leur pouvoir combiné, ils stabilisent les réacteurs et rétablissent l'énergie du vaisseau. Peu à peu, la lumière s'allume et les écrans affichent une nouvelle destination, un signal mystérieux. Alors qu'ils finissent les réparations, un signal de détresse résonne dans la cabine du pilotage. Quelqu'un a besoin d'aide, murmure Coraline. Le message provient d'un monde inconnu, précise la ninja en observant les coordonnées. Le vaisseau se met en route vers ce nouveau monde, un endroit encore inexploré. À travers les hublots, ils aperçoivent une planète aux couleurs éclatantes où des montagnes flottantes côtoient des cités lumineuses. L'entrée dans un monde inconnu. Alors qu'ils aperçoivent d'amorcer leur descente, une force invisible semble les attirer. Ce n'est pas une planète ordinaire, remarque Nolan. Elle nous appelle. Le vaisseau traverse une barrière énergétique et soudain tout change. L'environnement autour d'eux devient plus lumineux et une sensation étrange les envahit. Nous sommes arrivés, souffle Nathan. Mais où sommes-nous exactement?
alors qu'il s'apprête à explorer ce nouveau monde. Une ombre gigantesque apparaît à l'horizon. Une nouvelle aventure commence. Voici le chapitre. Voici la partie 2. Maintenant, je vais vous prévenir, je vais commencer à m'attaquer à la partie 3. Chapitre par chapitre. Comme ça, ce sera plus simple. En tout cas, merci de liker, de commenter et de vous abonner.